1977 7 septembre 1977 à André Brincourt, après le départ de sa femme Jeanne. André, c'est comme s'il y avait un secret féerique et merveilleux au centre de l'être humain. Pas au centre spirituel, dans son corps. Peut-être parce que c'est la dernière cachette de l'âme, ce quelque chose de très secret et que nous ne connaissons pas vraiment, ni les spiritualistes, ni les matérialistes. C'est comme un or très spécial qui a le pouvoir de tout changer. Juste un petit choc de ça, une petite seconde de ça, et nos lois sacrées s'écroulent. Plus de loin, plus de là-bas, ni de hier, de demain, ni de lourd, ni de mort. Une autre gravitation physique, vraiment. Un formidable trou dans notre bocal blindé et mathématique. Ce secret, c'est la mémoire de nos contes de fées. Une vieille mémoire que l'on retrouve partout, tenace, irrépressible. On a mis là-dessus des religions et des philosophies. La science a voulu mettre son grain de sel sur la queue de cet impertinent oiseau et faire mieux que lui à coups d'électronique ou de Boeing 707. D'autres, aussi, ont voulu faire mieux que lui à coups de méditation et d'évangélisation et de salut, mon Dieu, dans un au-delà qui est tout ici, justement, dans une petite cellule féerique. Chacun à sa manière a voulu emprisonner l'oiseau. À Thèbes, c'était d'une façon, et à Éleusis d'une autre, à coups de magie et d'occultisme et de promenades célestes. D'autres encore, à Athènes, ont voulu l'enfermer dans quelques merveilles apolliniennes ou quelques lignes raphaéliques. Tout le monde a essayé à sa façon. Et on meurt parce qu'on n'a pas encore attrapé la façon. La mort, c'est pour nous obliger à la vraie façon, c'est pour casser la vieille formule qui nous emprisonnait. Il y a des formules occultes et mathématiques et religieuses, il y a nos petites formules esthétiques ou démocratiques, nos petits coins privilégiés pour apprivoiser l'oiseau. Et ça casse encore, parce qu'on n'a pas trouvé le secret, parce qu'il faut trouver le secret. Quand on ouvre, une seconde, les yeux sur le vrai secret, alors on touche si concrètement la futilité, l'énorme illusion de bocal de mort mathématique et médicale dans lequel nous sommes enfermés, que c'est un émerveillement. On se demande comment on a pu vivre tant d'années dans un pareil truc à répéter sa petite histoire. On voit, on touche un autre monde physique où tout cela n'est pas. C'est un formidable fantôme de gravitation et d'équation, et de loin et de haut et d'après-demain. Et puis, on débouche dans le vrai, les yeux écarquillés, la vraie terre. Si l'âme, une seconde, débouche là, tout se renverse. L'autre, l'enfant dehors qui joue aux mathématiques ou à la biologie ou au Figaro n'y comprend rien, il est bouché. Alors il dit « Oh, comme c'est étrange, quelle jolie poésie !» Un joli petit clin d'œil et puis ça passe. Après tout, c'est la vie. Et il faut des siècles, beaucoup de siècles, avant que ce gros personnage humain consente à son conte de fées vivant. Jeanne, un jour, a ouvert l'œil vrai, et dehors elle s'en est à peine aperçue, sauf que cela faisait une petite vibration pas comme d'habitude, mais dedans, elle savait. Dedans, nous savons tous, nous nous souvenons tous, c'est notre mémoire d'or, c'est notre moi véritable, celui qui s'habille de peau rouge ou de premier ministre, de japonais ou d'ecclésiastique, de truand de 1000 façons. Et si ce moi s'aperçoit
que l'autre, là, dehors, est coincé dans une vieille histoire dont il ne peut pas sortir, où il ne progresse plus, il casse le fil et s'en va. La mort, c'est une blague. Il va se rhabiller de blanc ou de russe, de poète ou de va-nu-pied pour continuer à marcher, parce qu'il va vers son secret enfin vivant, sur la vraie terre réalisée où toutes les gravitations tombent en poudre devant une autre gravitation avec un grand G, légère et féerique. Alors, dehors, nous crions, pleurons, nous nous lamentons et n'y comprenons rien. Mais dedans, il y a quelqu'un qui comprend très bien et qui quitte le vieux vêtement comme une histoire usée. Dedans, il y a un autre regard, féerique, qui voit loin et avant et après, qui voit la longue histoire où un jour, enfin, on pourra être ça dans un corps sur deux pattes. Et quelquefois, ce regard s'impatiente de la petite idiotie extérieure qui continue son fourbi comme d'habitude, alors qu'il y a une telle merveille à vivre, à incarner. Et si celui-ci ne comprend rien ou ne veut rien changer, il casse le moule pour aller plus loin, pour trouver le corps, enfin, où l'âme sera comme chez elle, où l'âme sera son propre corps, enfin, et ce sera le conte de fées pour toujours et pour tous les jours sur la terre. J'en ai eu un clin d'œil de ce vrai-là. Et comme c'est une âme décidée, sans peur, sans compromis, elle a dit zut, et voilà. Mais nous qui restons dans notre peau très gravitationnelle et gravitante, dans notre douleur qui pose enfin la vraie question, nous pouvons continuer le chemin nouveau sans nécessairement casser le vieux moule. Nous pouvons consciemment faire la jonction avec notre secret, notre féerique pouvoir, notre enchantement pour toujours et tous les jours. Nous pouvons laisser la vieille habitude d'être comme un mourant doué de Figaro et de mathématiques et courir, léger, la vraie aventure. Hâter l'heure, ouvrir les portes du corps, pourquoi pas? C'est cela le matérialisme divin. C'est l'heure des corps libérés. Si nous voulons bien croire en notre conte de fées, si la Terre, au lieu de neutrons et de dynamite, veut bien choisir la porte du sourire léger. Jeanne a mieux compris cela, et elle demande peut-être à son compagnon de tenter l'aventure et de trouver le lieu où les parois du bocal mortel fondent comme par enchantement. Alors ils riront bien ensemble. C'est l'heure où l'on peut. C'est l'heure où la terre peut. Et le ciel sera sur la terre. Et la mort n'avait jamais été. Je vous embrasse. Satprem. 10 septembre 1977. Début marche Japa. Comme une petite électrode de mer dans le bain de boue. 11 septembre 1977. Lettre personnelle. Champaklal a pleuré ce matin quand Sujata lui a remis The Divine Materialism. Il se souvenait du temps où Mère me parlait. Parfois il restait accroupi dans un coin à nous regarder, il n'avait jamais vu ça. Maintenant il va repartir encore, seul. Il est tout seul et volé. L'ashram, c'est la dernière retraite de l'Asura. Nava est seulement un rakshasa et nous protège en fait de l'intervention directe de l'Asura. Note de bas de page. Les rakshasas sont des démons du monde vital, tandis que les asuras sont les démons du monde mental. Si l'ashram se mettait à noyauter Auroville en ouvrant les bras, ce serait un désastre, et un danger 1000 fois plus grand que ce rakshasa. Je crois que Mère guide sagement la durée de Navajata. Tout est merveilleusement calculé à la seconde près et dans le moindre fil, seulement on ne s'en aperçoit pas, sinon on serait totalement ébahi.
Et ces idiots d'Auroville qui parlent déjà de dialoguer avec l'ashram, avec les frères et sœurs ashramites. Les hommes sont insondablement futiles. Alors là, si je me mêlais de dire qu'il ne faut pas ouvrir les bras à l'ashram, je serais définitivement classé parmi les fanatiques. Et puis quand ils auront le poignard dans le dos, il sera trop tard. Ainsi vont les hommes. De plus en plus, je vois. Le mental spirituel est le pire ennemi et la cachette la plus subtile de l'ennemi. Il faut vraiment que cette spiritualité-là meure avec cette matérialité-là. L'une n'est pas supérieure à l'autre. C'est le même mensonge. Voir Gandhi. Enfin, je me demande quand je vais venir face à face avec ça. Probablement quand tout sera prêt. Quelquefois, je me dis que je porte un étrange fardeau sur les épaules. Je me comprends de mieux en mieux dans le passé. Chaque pas de ma vieille route me préparait dans tous les détails. C'est pas marrant. Et pourtant, quelquefois, j'ai des envies de rigoler de tout. Oui, le jour où je rirai vraiment, ça changera, disait Mère. Comme je comprends tout de mieux en mieux, c'est vertigineux. En attendant, on est aveugle et on marche pas à pas. Le chemin est fait, tu comprends? Ils l'ont fait. Ah, je t'assure, ça se passera en dépit de toutes nos raisons ou nos déraisons. Il y a quelque chose d'autre à attraper. C'est sur la queue de cet oiseau-là qu'il faut mettre un grain de sel. On me disait toujours quand j'étais gosse, parce que j'étais fascinée par les oiseaux, tu vois, c'est simple, si tu mets un grain de sel sur la queue de ce merle, tu l'attraperas. Je ne sais pas si je me baladais avec une salière, mais... Oui, je me demandais si notre IR, notre note de bas de page, l'Institut de recherche évolutive, ça me rappelle tout d'un coup le Dies Irae, Dies Illa, ce qu'on chante, je crois, pour l'Apocalypse, ou le jugement dernier, bref, la résurrection des morts, non? Ah donc, si notre IR n'aurait pas par hasard un rôle infiniment plus vaste et inattendu dans l'avenir. Notre ami Kirit, ici, a finalement enregistré son Mother's Institute of Research. Note de bas de page, Kirit Joshi, qui avait été pendant longtemps directeur de l'école de l'ashram, était alors conseiller au gouvernement de l'Inde pour l'éducation et travaillait avec Sir C.P.N. Singh. Il faudrait que les grands pays en temps voulu, que dans les grands pays en temps voulu, nous ayons, comme dans l'Inde, un institut, américain, allemand, etc., qui garde la distribution de l'agenda. Le but, le grand but, à moins que le petit oiseau ne vienne tout changer en route, c'est de sortir Mère de leurs affaires spirituelles et ashramiques et de mettre cela sur un plan scientifique de recherche. Et pas de business sauf le minimum nécessaire pour faire rouler le travail. Que les gens n'entrent pas là-dedans comme dans une église ou même un groupe. Au fond, il faudra dans chaque pays un homme vrai, un chevalier de mer, disons. Comme j'ai trouvé Boni en Italie, par exemple. Se méfier de toutes les vieilles cliques, disciples de Sri Aurobindo et de Mère, ce sont les pires. Et puis cela m'a tellement touchée, c'est donc possible. On ne m'a jamais rien dit de plus vrai. En fait, c'est exactement ça, Satprem Bernard. Donc c'est possible, si cet ours-là mal léché a pu s'ouvrir à la chose. Je me souviens le 18 novembre ou le 19 novembre 1973, comme j'étais là à empoigner Mère entre les deux yeux et à demander avec une telle intensité « Mais pourquoi es-tu parti? Mais pourquoi donc? Tu as tout plaqué là. » Alors il m'a semblé entendre une voix assez tonitruante, comme Mère, quand elle était bien fâchée ou faisait semblant d'être fâchée, mais tonitruant centenaire, avec juste la pression de la conscience, comme Kali et Krishna mélangés, j'ai cru entendre
En réponse à mon défi ou à ma peine ou à mon reproche d'avoir tout plaqué là, eh bien, fais-le. C'était un peu effrayant. Mais en effet, elle veut peut-être que ses enfants insupportables fassent un peu le boulot, essaient un peu, que ça jaillisse d'eux, non pas qu'elle ait à faire tout elle-même. Elle a fait le chemin, mais elle veut que ce soit nous qui marchions sur le chemin. Eh bien, fais-le. On ne sait pas ce qu'on a à faire, mais le tout est de marcher sur l'invisible chemin pour le rendre visible. Alors on marche ensemble. Ça te prenne. 14 septembre 1977. La police demande le livre de Satprem, Divine Materialism, à Honesty Book House, une librairie liée à l'ashram, et prend note. 20 septembre 1977. Reçu télégramme. Baroun, Europresse, écrit à Lafont qu'il a fini d'imprimer le premier volume de l'agenda, le faux agenda. Lettre personnelle. Ce matin, je recevais ce premier spécimen de l'agenda, arrivé tard parce que le porteur a fait un tour de l'Inde, et cela m'a donné une sorte de contentement profond, comme si un pas important était fait. Et puis, 1 heure après, ton télégramme annonçant que le vautour, je suppose Baroun, avait imprimé un premier volume de l'agenda, entre guillemets, dont il avertissait Lafont. C'est étrange, j'avoue. Et hier soir encore, je disais à Sujata, c'est une course. Nous faisons la course contre quelque chose, mais quoi, nous ne le savons pas. Et je lui disais, c'est un lull accalmie, seulement avant la tempête. Comme elle avait bien senti à Paris. Il faut imprimer, matérialiser l'agenda tout de suite, sans attendre cet hiver. Nous faisons des pas dans le noir, nous ne savons pas pourquoi nos hâtes, mais notre nuit, finalement, est clairvoyante. Et qui sait ce qui se cache encore? C'est le début seulement. On voit, alors, la formidable bataille qui se livre sur tous les fronts pour empêcher l'œuvre de mer à tout prix. Et nous sommes quelques petits bonhommes, ici, là, à faire face à des forces formidables. Quoi qu'il en soit, tout cela fait partie de la technique, maintenant bien connue, de l'adversaire. Semer la confusion. Il y aura le vrai agenda et le faux agenda, comme il y a Auroville et la Society. Ils vont semer leur petite imposture en Amérique et dans tous les pays, et chaque fois je vais me heurter à ce faux agenda, et on ne manquera pas de dire « c'est une rivalité ». Il y a un peu de vrai des deux côtés, un peu de faux des deux côtés. Et pourquoi ne s'embrassent-ils pas? On voit bien les doigts noirs et gluants du mensonge qui s'infiltrent partout, salissent tout, embrouillent tout. Rien à faire, il n'y a qu'à attendre. Je suis tout à fait confiant au fond de mon cœur, mais moins dans ma conscience physique, que mère ne les laissera pas faire, ou ne les laissera faire que les bêtises utiles pour se détruire eux-mêmes. Mais on voit bien qu'il n'y a que la destruction, ou plutôt la désintégration totale, qui pourra déraciner ça. Les moyens légaux ici ou là sont des moyens du mensonge. Et je doute fort que l'on puisse vraiment gagner la bataille par ce seul moyen-là. Mais vraiment, on se rend compte de l'immensité de la bataille quand on voit l'acharnement avec lequel l'ennemi s'est jeté sur Auroville et sur moi. Si la protection de mère n'était pas là, il y a longtemps que je serais déchiquetée, et Auroville et l'agenda. Mais il se trompe. L'œuvre de mère ne peut pas périr. La vérité nouvelle ne sera pas une fois de plus engloutie par le mensonge et les églises ou les financiers. Nous sommes là pour ça. Une poignée de frères et sœurs au cœur généreux et vivant. Une petite poignée pour sauver le monde.
Ça paraît drôle, mais c'est comme ça. Heureusement que c'est en toute simplicité. On nous fait faire tous les pas justes. Notre douleur brûlante et notre angoisse, c'est de ne pas savoir qu'ils sont justes sur le moment. Alors on va comme ça. Et qu'est-ce que c'est que ce comme ça? Oui, et puis ce matin, nous avons appris que les trustees ont mis une annonce au notice board, panneau d'affichage de l'ashram disant « Seuls sont authentiques les livres sur Mère et Sri Aurobindo publiés par l'ashram presse. » Tout est bien. Armons-nous de prières et d'amour puissant. Je t'embrasse avec tous nos frères et sœurs, Satprem. 21 septembre 1977. Vision de la fausse mère et du faux Sri Aurobindo. Es-tu prêt à mourir si cela est utile à ton œuvre? 24 septembre 1977. Lettre menaçante du trustee à Macmillan et au libraire de l'Inde. Je sais qu'il y a une porte dorée derrière laquelle attend un flot de larmes délicieuses et brûlantes, et tout est fini. 25 septembre 1977. Une mystérieuse vision. Un tunnel. D'un côté, d'énormes éléphants noirs, plus noirs que du charbon, rangés comme un mur. Et de l'autre, de formidables molosses et des lions horribles. Je me jette de ce côté-là, traverse tandis que l'un de ces molosses m'attrape un bras, sort de là. Une immense nappe d'eau boueuse, comme une inondation. Tout d'un coup, la cour des contrôles où sont inscrits tous les événements passés et futurs. Alors je sais. 27 septembre 1977. Lettre à l'Occident. À l'Ouest, quoi de nouveau? Une civilisation après tant d'autres, qui semble boucler son cycle sur une merveille dévorante, comme Thèbes avance sur une merveille de connaissances occultes au milieu des falaises ocres, comme la Grèce et Rome sur d'autres merveilles plus gracieuses mais non moins mortelles, comme l'Inde avant sur des merveilles spirituelles croupissantes. Mais la merveille, personne ne l'a attrapée, parce que c'est la seule chose dont on ne meurt pas. Et peut-être tous ces cycles vains, pour nous faire attraper, au bout du compte et de tous les comptes usés, cette seule chose dont on ne meurt pas. Mais qu'est-ce qui ne meurt pas dans cette affaire cosmique? Même les petits oiseaux. Chaque espèce meurt. On s'anéantit dans une ronde stagnante. C'est la seule loi sur laquelle tout le monde puisse être d'accord. Nous ne sommes même pas sûrs que les espèces stagnantes ne soient pas des fossiles en attente. Ou bien une merveilleuse spirale qui nous projette de planètes en planètes et d'une galaxie à l'autre, parce que même les galaxies meurent, toujours vers une autre merveille et d'autres merveilles chaque fois dévorées. Mais la merveille de quoi, finalement, puisqu'on fait toujours un petit cadavre pénible, à moins d'un coup d'œil cosmique qui nous récompense un jour de nos peines et nous fasse voir ce petit cadavre en attente, ce petit fossile, cette poudre d'atomes triomphant, comme un éternel jeu de quelque conscience théâtrale qui se paie le luxe d'1 million et 1 milliard de cadavres pour son plaisir particulier. Alors soudain, on ne peut s'empêcher d'applaudir notre matérialisme athée qui a parfaitement craché à la figure des sagesses de l'Est, qui s'écroule parfaitement d'ailleurs, autant que notre cycle matérialiste, et peut-être pour les mêmes raisons. Alors nulle merveille, dans aucune galaxie passée ou à venir? Un petit bonhomme qui peine et peine, de planète en planète,
avec quelque joie illusoire et triomphe fracassant, ou même quelques molécules prolongées pour avoir le plaisir de regarder 200 ans de plus ou 4 sa petite histoire pas brillante? Non. Il n'y aura pas de merveille tant qu'il y aura un corps, des molécules, qui meurent. Parce que ce qui fait mourir un petit corps, c'est ce qui fait mourir tout un cycle, toute une galaxie. C'est la même loi. Il ne s'agit pas de devenir immortel. Il s'agit de trouver ce qui fait qu'on en meurt. Si nous avions ce secret-là, ou cette loi-là, nous changerions tous les univers, ou notre façon d'être dans ces univers, et ce serait peut-être enfin la merveille. Si nous voulons bien penser que cette fichue affaire évolutive ait quelque but de joie et de plénitude, au lieu d'être comme une perpétuelle affaire manquée. C'est ici qu'à l'Ouest, il pourrait y avoir quelque chose de nouveau, parce que, précisément, nous sommes des matérialistes et nous cherchons un triomphe de la matière et non d'un petit esprit dans les nuages. Nous aimons les lois, les mécanismes, les leviers. Triturer cette matière et en extirper les secrets, trouver la loi de la mort, ce qui fait la mort, non pas la guérir, le mécanisme. Pourquoi on meurt? Guérir, nous n'avons rien guéri. Nous inventons des artifices, c'est-à-dire des monstres, que nous plaquons sur le quelque chose qui fait la mort. Ça marche pendant un temps. Puis il faut inventer des monstres de plus en plus monstrueux, car le monstre ne peut durer qu'en devenant de plus en plus monstrueux. C'est sa loi, comme celle des mégathériums au tertiaire, jusqu'à ce qu'il se détruise lui-même comme ces autres monstres, c'est-à-dire ces autres artifices, avec leurs cures yogiques ou occultes en Inde ou à Thèbes. Nous avons jusqu'ici manié des artifices d'un cycle à l'autre avec un minois spirituel ou moins spirituel. Les singes aussi, les cacatoès aussi, quand ils grignotent une liane ou une pistache, se servent d'un artifice, un bec, des dents. Notre artifice spécial, après la pince du crabe, en ce cycle humain, c'est le cerveau. C'est notre pince spéciale pour manier la matière. C'est notre artifice, notre monstre choisi. Et la merveille court toujours. Allons-nous mourir sans trouver le secret, notre secret évolutif, une Thèbes de ferraille? Et s'il n'y a pas de secret, s'il n'y a pas de but évolutif, alors nous avons raison de mourir et le plus tôt possible, le moins mal possible. Mais s'il y avait un secret, qu'est-ce que pourrait être l'autre instrument qui manierait la matière sans intermédiaire, sans pince, ni bec, ni microscope électronique? Nous avons parcouru beaucoup de cycles, mais nous avons seulement amélioré la loi du crabe. Nos crabes électroniques ne sont pas plus avancés que les crabes tout court. Ils servent seulement d'autres fins provisoires et tout aussi mortelles. Une matière sans artifice, ce serait une matière capable de se transformer elle-même, sans dents, ni bras, ni concasseurs, ni même petit cerveau. Il se pourrait que le cerveau qui nous honore soit le dernier vestige ou résidu du premier propulseur des flagellés. Une manière de se débrouiller mieux. Il se pourrait que tous ces instruments successifs, de mieux en mieux ou de mal en pis comme on veut, soient faits évolutivement pour nous conduire au point du sans-instrument, de la matière directe, si l'on peut dire, qui se transforme elle-même par son propre pouvoir au lieu de saisir des matériaux extérieurs pour se mélanger et s'additionner ou se soustraire et se diviser ou se nourrir et mourir finalement. Il se pourrait que l'instrument soit l'écran d'autre chose. La pince devient de plus en plus grosse, comme le saurien, comme le Boeing 707. Et finalement, la béquille supplante l'homme. Son artifice particulier devient sa mort particulière. La mort, peut-être, parce qu'il s'appuie sur autre chose que lui-même, parce qu'il mange autre chose que lui-même, tue autre chose que lui-même, pense à autre chose, tout est autre chose.
manipulé par des moyens extérieurs. Tout est un artifice pour remplacer le seul quelque chose qui aurait un pouvoir ou une existence directe. C'est cela le point de mort. C'est là où l'évolution pourrait subitement se partager. Nous rêvons, mais oui, rêvons donc. Comme les murs de Jéricho ou de Chine, ou comme avant et après les grands plissements, entre la somme des vieux cycles instrumentaux, la vieille évolution, du flagellé au crabe et à l'homme, et une évolution nouvelle, sans instrument, sans artifice, sans mort. Parce que ce qui faisait la mort, c'était peut-être de n'avoir pas trouvé le pouvoir direct de la matière, la réalité de la matière, ce qu'elle est, et donc ce qu'elle peut. Se pourrait-il que nous soyons au point évolutif où la matière, de plus en plus éveillée, développée par ses propres instruments, comme un enfant éveillé, développée par ses propres deux pattes, plus une certaine somme de dictionnaires pour lui apprendre tout ce qui est en dehors de lui, découvre enfin son propre pouvoir moteur et sache instantanément, se nourrisse instantanément, se meuve instantanément, se transforme instantanément. Où est la mort de ce qui se transforme à chaque instant? La mort, c'est ce qui se fossilise dans une pince, un radicule ou un cerveau. C'est la stratégie évolutive pour passer d'une espèce à l'autre et transformer constamment cette matière première, ce premier quelque chose qui est notre secret final. Devant la loi de la mort et son égal, il y a la seule loi de la transformation de la matière. Et toutes nos pinces de crabe ou superpinces électroniques sont une aberration ou un détour évolutif, une petite circonvolution évolutive pour nous conduire au secret central, matériel, où nous passerons d'une évolution de la mort à une évolution de la joie. Rêvons-le. En tout cas, ça ne dérange pas. Mais nous, qui ne sommes pas des rêveurs, qui sommes des manipulateurs par excellence, nous pourrions peut-être tenter cette merveille-là, si seulement nous connaissions le processus. N'est-ce pas faire une évolution nouvelle après Darwin, un cycle post-darwinique qui remettrait tout en question et donnerait peut-être un sens à tous ces cycles de misère instrumentale. Un processus, si nous ne croyons pas spécialement aux galipettes spirituelles des ascètes de la conscience cosmique en faillite à l'Est, pas plus qu'aux galipettes des ascètes de laboratoire en faillite à l'Ouest, c'est quelque chose qui doit pouvoir se saisir directement dans notre propre corps, puisque c'est là qu'est le lieu de l'évolution. C'est donc une entreprise à la portée de n'importe quel idiot, puisque notre pince cérébrale n'est pas plus le lieu des transformations évolutives que ne l'était le bec du cacatoès. Encore que chaque petite griffe ait contribué au passage. C'est donc encore une entreprise qui demande à regarder son corps, à vivre son corps d'une manière un peu directe, sans coller instantanément dessus ce que nous en pensons, ce que nous en connaissons, ce que toutes nos lois et légistes du flagellé au crabe et à l'homme ont successivement décrété, répertorié et équationné. C'est donc une première manière de se déshabituer de l'homme pour être le quelque chose qui s'est successivement revêtu de poils urticants, de carapace ou de peau blanche, justement de quelque chose. Un quelque chose qui vit à chaque instant, bat à chaque instant sur ce boulevard en complet veston, autant que dans cette petite vasque jolie avec les anémones. Ce n'est pas à mettre en éprouvette, c'est à éprouver soi-même. Pour une fois, dans toute cette fichue histoire, s'éprouver tel qu'on est. Une grande question, plus difficile que les éprouvettes du pharmacien. Et pourtant c'est là, sous la main ou sous la peau, tout le secret évolutif. Se pourrait-il alors
que nous découvrions que toutes nos lois, entre guillemets, sont les lois de notre tête, autant qu'elles pouvaient être les lois de nos pinces et de nos petits yeux ronds dans une jolie vase que diaprée. Pas plus sûr, pas plus scientifique. Une habitude humaine de jauger le monde et de peser d'une certaine manière contre nos parois mentales. Cette fantastique expérience, si simple, à portée de main, c'est peut-être bien notre dernier défi à nous, gens de l'Ouest, dotés d'électronique en faillite, mais toujours amoureux de la matière. Le dernier champ d'expérience, c'est nous-mêmes, mais pas dans les étendues supracosmiques en faillite également. Dans une petite cellule, pure, exacte, telle qu'elle est. Et si nous découvrions, derrière nos parois mentales, comme derrière nos anciennes membranes d'un genre ou d'un autre, un monde d'une autre loi, une évolution d'une autre loi, une vie d'une autre loi, une mort qui était seulement une fausse manière de voir et de peser contre des parois inexistantes, provisoirement utiles, jusqu'au jour où on arrive aux 100 parois, dans le corps. La mort, c'était la fausse paroi qui nous emprisonnait dans une manière d'être au monde, alors que, visiblement, l'évolution veut être toutes sortes de manières d'être, c'est-à-dire toutes sortes de manières d'auto-transformation. C'est dans le corps qu'on franchit la paroi. C'est le lieu du dernier secret, le commencement d'une évolution nouvelle. C'est le secret de mère, la mutation de la mort qui finalement est la découverte de la matière telle qu'elle est, sans paroi, ni membrane, ni petit cerveau ou pince jolie. Le lieu du corps où la matière, déshabituée d'être particulièrement un homme ou une chauve-souris, se découvre un pouvoir vivant d'auto-transformation constante. Allons-nous rester pris au piège d'un petit cerveau et de quelques gadgets électroniques et mourir de notre monstre choisi, ou trouver enfin le secret des âges? L'Est et l'Ouest sont en train de mourir. Il n'y a pas à additionner ces excellentes quantités pour faire quelques cocktails du Veda plus Einstein. Pas plus qu'un archéoptérix soudain n'est une addition de 2 reptiles, mais quelque chose d'autre, une autre quantité, ou la mutation d'une même éternelle quantité que nous ne connaissons pas encore, qui n'est pas une addition de nos vertus, mais une soudaine mutation dans une vieille habitude d'être, un point de rupture de la paroi. Tel est le défi, à l'Est comme à l'Ouest. Le défi de la Terre. Allons-nous chercher dans le vrai sens ou nous laisser, encore une fois, leurrer par des paradis cosmiques ou scientifiques ou marxistes, tandis que la merveille continuera toujours plus loin? Et si nous étions vraiment matérialistes, peut-être ne le sommes-nous pas assez. Si nous allions à la découverte de notre matière, là, déambulante sur le boulevard et immédiate, si nous faisions de l'évolution expérimentale sur le tas, c'est peut-être bien notre dernière aventure. Tirer de nous le prochain oiseau, qui n'aura peut-être pas besoin d'elle pour connaître son monde partout, parce qu'il n'aura plus de parois et plus l'habitude d'être spécialement mortel et prisonnier d'un plumage. Le point de rupture de la prochaine espèce, tel est le problème, à l'Est comme à l'Ouest. Le secret d'une petite cellule pure qui traîne de peau en peau à travers 1 million de misères. Ou alors la bombe, encore une fois, pour briser du dehors ce que nous n'aurons pas eu le courage de briser du dedans.
Est-ce qu'un tétard marxiste fait une grande différence avec un tétard de droite? Allons-nous sauter par-dessus le bocal et voir la merveille du grand nombre, du grand monde? Changer le programme, oui, génétique. À l'ouest, rien de nouveau. À l'est, rien de nouveau. Ni à droite, ni à gauche. Mais dans une seule petite cellule pure, un formidable nouveau. Tel est le but de notre institut de recherche. Ça te prenne.